On a écouté des patients qui avaient le Covid entre le mois de mars 2020 et le mois de février 2021. Donc, comme c'était une maladie nouvelle, ben voilà, on a utilisé donc le principe du cas par cas pour comprendre quelle était la symbolique de cette infection. On avait des petites idées de symbolique locale, quoi, comme les poumons. On sait que souvent les poumons, effectivement, c'est l'histoire de vivre, d'avoir son espace, son territoire. Quand effectivement les symptômes touchaient le, le goût, le nez, effectivement, on avait peut-être un peu de symbolique, mais c'était pas forcément très précis. Donc, ce qu'on savait, c'est qu'effectivement, c'est qu'une infection, elle apparaît toujours, a priori, au moment où le patient tourne la page sur un conflit psychique. Alors, cette histoire de tourner la page, effectivement, c'est pas forcément toujours forcément évident à entendre, mais dans la plupart des cas, c'est relativement évident. Là, sur l'exemple que je donne en premier, vous avez une patiente de 40 ans donc qui acte avec son directeur qu'elle va quitter l'entreprise petit à petit pour se lancer en tant que profession libérale. Et donc, effectivement, elle acte, je ne sais plus si c'est le 12 mars 2020 avec son directeur. Elle se met d'accord sur un calendrier de départ et elle tombe malade dès le lendemain. Donc voilà, la notion de tourner la page sur quelque chose, c'est assez évident, puisque elle est dans une situation, on va dire, un certain confort, elle est salariée, elle a une sécurité de l'emploi, et puis elle se lance à son compte. Et ce qui la terrorise pas mal, parce que voilà, elle a jamais eu besoin de se vendre avant, c'était effectivement le confort de la situation salariée. Puis là, elle doute d'elle-même. Est-ce qu'elle va être capable d'avoir des clients en étant en profession libérale? Ce qu'elle nous raconte, cette patiente, c'est que de 7 à 10 ans, elle a été harcelée à l'école et que elle en avait parlé à ses parents, mais ses parents mesuraient pas bien effectivement l'intensité de sa souffrance, parce que elle vraiment, c'était insupportable pour elle. Elle pensait vraiment à se suicider à cette époque-là. Tellement c'était insupportable. Et donc les symptômes qu'elle fait, c'est de la toux plus une extinction de voix. Donc vous voyez que l'extinction de voix, c'est bon, bah, effectivement, ça correspond bien à cette personne qui a eu du mal, en tout cas dans son enfance, à se faire entendre auprès de ses parents. Et puis là, c'est aussi ce qu'elle vit à l'heure actuelle en tant que professionnelle, c'est-à-dire se faire connaître, démarcher des clients. C'est quelque chose dont elle doute d'elle-même. Effectivement, elle n'a pas vraiment confiance en elle. Donc là, j'ai souligné ici le symptôme. Dans les autres cas, je ne les ai pas donnés, parce que effectivement, individuellement, chaque patient va faire des symptômes différents qui correspondent bien à leur histoire personnelle. Mais ce qu'on veut surtout savoir, c'est quel est le point commun entre toutes ces personnes. Donc, ben, je vais vous présenter comme on l'a vécu nous. Alors, c'est vrai que les patients ne sont pas dans l'ordre que nous, on les a entendus, mais je vais vous les présenter pour voir si effectivement, vous ressentez la même chose que nous. Mais sur cette deuxième patiente, c'est une personne qui travaille dans l'administration et son travail ne lui convient plus vraiment. Elle aimerait développer davantage sa créativité. Alors, on retrouve quand même un peu le même profil que la patiente d'avant, c'est-à-dire qu'elle veut prendre son indépendance. Et en plus, là, bon, elle, c'est différent, c'est qu'elle a vraiment une relation très mauvaise avec une de ses collègues qui lui pourrit la vie. Donc, elle a vraiment cette âme d'artiste, elle aime créer des choses, mais elle ne sait pas se mettre en valeur. Donc, là aussi, comme la patiente d'avant, elle a peur, elle, de se faire voler ses idées, de pas être capable de vivre de sa passion si elle se lance à son compte. Alors, elle a fait quand même un travail de développement personnel, voilà, sur lequel elle travaille sur sa dévalorisation. Et mais finalement, elle se rend compte qu'au bout de ces 2 mois de travail, elle est toujours quelque part très dévalorisée et qu'elle a toujours du mal à se mettre en avant. Donc, effectivement, ça vient
ça vient vraiment la mettre en insécurité pour pouvoir prendre euh, passer effectivement en libéral et puis vivre de, de, de sa créativité. Puisqu'elle se rend compte qu'effectivement, malgré tout le travail qu'elle a fait, elle est toujours dévalorisée. Elle a toujours du mal à se mettre en avant. Euh, et effectivement, 3 jours plus tard, elle va tomber malade suite à effectivement un événement encore qui a été très désagréable sur lequel elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à prendre sa place. Alors la patiente numéro 3, c'est une patiente qui a des relations assez peu satisfaisantes avec ses parents. C'est pas vraiment l'enfer, les relations, mais elles sont pas bonnes. Et cette patiente développe une maladie vraiment grave, malgré son jeune âge, donc il y a vraiment un risque de mort très important sur cette maladie. Et effectivement, le fait qu'elle tombe malade va changer radicalement les relations qu'elle a avec ses parents. Et ça va vraiment s'améliorer. Donc effectivement, là, il y a une histoire de tourner la page sur une relation qui est désagréable. Elle prend conscience qu'elle a aussi souvent l'envie de sauver ses parents. C'est-à-dire que c'était étonnant, même malgré son jeune âge, avec la possibilité qu'elle meure de sa maladie, elle se rendait compte que, bon voilà, sa mort à elle, ça lui importait peu, mais elle était comme toujours inquiète de savoir est-ce que ses parents vont bien, alors que effectivement, là, en l'occurrence, c'était plutôt d'elle-même dont elle pourrait se soucier, mais non, elle était toujours à s'inquiéter pour ses parents. Dans l'exemple 4, c'est une dame, donc alors on a changé un peu des éléments, peut-être que je m'y perds un peu, mais bon, c'est pour effectivement pas dévoiler trop d'éléments sur les gens, pour qu'ils nous fassent confiance qu'effectivement ça reste anonyme. Donc là, la dame, Madame H, je l'ai appelée, dort depuis des mois avec son téléphone allumé, au cas où son frère a envie de l'appeler. Parce que depuis 6 mois, il a fait déjà plusieurs tentatives de suicide, il a été hospitalisé à 2 reprises en psychiatrie, parce il a vécu une séparation amoureuse. Et c'est la 2e fois donc que cette patiente se retrouve vraiment dans cette situation de, comment on pourrait dire, d'être au secours de son frère qui est vraiment en détresse totale. Donc ça dure pendant 6 mois avant de tomber malade. Et une semaine avant de tomber malade, elle a un autre événement, c'est une de ses collègues qui ne va pas très bien non plus, mais avec qui elle travaille dans l'accompagnement social. Et elle décide voilà, que cette collègue finalement ne la soutient pas suffisamment parce qu'elle n'est pas en état de la soutenir et donc elle demande de ne plus collaborer avec cette collègue. Et c'est un passage très délicat pour cette personne qui a plutôt un tempérament sauveur, en tout cas d'aider les gens, et là de devoir couper la relation avec cette collègue, c'est très désagréable pour elle. Effectivement, elle va tomber malade une semaine plus tard. Là, on voit bien qu'il y a clairement un tourner la page sur une 2e relation qui est difficile. Et à peu près dans le même temps, son frère aussi va un petit peu mieux. Donc, il n'y a plus la même urgence de ce côté-là. Donc, comment on peut résumer ce que vit cette personne effectivement, c'est que elle en peut plus. Elle est toujours un peu en train de sauver les autres. Et quelque part, elle a du mal à vivre pour elle-même. La patiente numéro 5, donc vous appelez Madame L, qui part en vacances en laissant son mari et sa fille. Pendant ces vacances, sa fille se blesse et son mari, évidemment, lui reproche d'être parti et de l'avoir laissé tout seul. Elle fait le Covid en rentrant de vacances. Donc là, on entend encore bien cette idée de tourner la page. Hein. C'est quand même relativement évident. Et comment on pourrait résumer ce que vit cette patiente-là? C'est qu'elle en a marre des reproches. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on lui fait souvent. Et quand elle prend plaisir de son côté, c'est qu'elle partait en vacances avec un de ses enfants, un autre de ses enfants qui était plus âgé, et ben ça se passe mal et voilà, on la critique. Donc on retrouve toujours encore cette difficulté à, à vivre pour soi-même en autonomie. Donc là, deux cas supplémentaires.
Alors, je sais pas si vous voyez bien, Monsieur A et Monsieur B, euh, sont en couple. Monsieur A, donc, lui, est infecté au mois de septembre. Il a un peu mal à la tête, mais il a l'habitude. Donc, au début, il se méfie pas, il pense pas du tout qu'il a le Covid. Simplement, le quatrième jour, il perd le goût, et ça le décide vraiment tout de suite à aller se faire tester. Et effectivement, il est positif au coronavirus. Alors, monsieur A, c'est un perfectionniste, donc c'est vraiment quelqu'un qui respecte scrupuleusement les gestes barrières. Donc, pour lui, c'est assez inconcevable déjà comment il a pu attraper ce virus. Alors il se protège énormément. Comment ça se fait qu'il a été contaminé? Pourquoi est-ce que, alors qu'il était déjà positif et qu'il n'avait pas pris il n'avait pas appliqué les gestes barrières avec son compagnon que j'ai appelé ici Monsieur B, pourquoi est-ce que son compagnon n'a pas été contaminé par le Covid alors qu'effectivement il était positif? Alors effectivement, quelle est l'histoire de Monsieur A? C'est que il avait plus le goût pour son travail au mois de septembre. Il avait vraiment hâte d'en changer. Son retour de vacances a été assez difficile, hein, vraiment. Il s'est demandé en revenant de vacances, c'était au mois de septembre. C'était la rentrée avec toutes les contraintes dans son association liées au Covid, voilà, la difficulté à mettre en place des choses. Vraiment, ça n'avait plus aucun sens. Ce qu'il faisait, ça lui plaisait plus du tout. Et c'était pas le cas pour Monsieur B. Donc effectivement, on voit qu'ils vivent pas du tout le même conflit. Et manifestement, c'est ce qui explique que Monsieur B, en tout cas, lui, n'est pas contaminé à ce moment-là parce que, bon, bah, lui, la problématique du travail, en tout cas, il n'y a pas du tout de problème. Par contre, Monsieur B, lui, qui a été aussi écouté dans notre étude plus tard, parce qu'il est tombé malade début janvier 2021. Et qu'est-ce qui s'est passé une semaine avant? Effectivement, la semaine d'avant, il a vraiment mûri son projet de partir vivre en province avec son compagnon, Monsieur A, hein, qui lui a vraiment déjà commencé sérieusement à y penser depuis le mois de septembre. Ça a été un déclic. Mais Monsieur B, lui, bon, bah, pour lui, effectivement, il n'y avait pas du tout d'urgence. C'était pas le problème. Mais effectivement, le deuxième confinement qui a eu lieu donc en décembre, novembre-décembre 2020, ça a vraiment fait accélérer sa réflexion. Et puis voilà, c'est là qu'il s'est mis à tourner la page. Alors Monsieur B, lui, c'était pas, voilà, effectivement, il y a eu une histoire aussi autour de son travail, mais ce qu'il retenait, c'était plus qu'il est en région parisienne un peu aussi parce qu'il est un peu un sauveur d'un de ses amis qui, euh, qui le prend un peu pour son grand frère. Donc, vous voyez, on retrouve encore exactement la situation un peu du sauveur et puis du coup qui a du mal à vivre pour lui-même. Alors, je sais pas six exemples, j'aurais pu vous donner les 27, hein, parce que vraiment, systématiquement, on a entendu ce genre d'histoire. Alors, quel est le dénominateur commun à tous ces patients Covid? Alors, ça n'a pas forcément été si évident. Vous voyez, bon, bah, pour le pouce, effectivement, parfois la connotation, c'est la mère, parfois c'est la protection. Donc, sur la symbolique, c'est pas forcément toujours évident d'avoir une symbolique qui se résume en une phrase. En tout cas, nous, on a trouvé que la phrase je n'ai plus le goût de vivre comme cela et je doute que je peux m'en sortir. Ça résumait bien ce que vivaient vraiment les patients dans la période qui précédait l'infection. Il fallait qu'il y ait un petit tourner la page, il fallait qu'il y ait un petit événement qui faisait que ça changeait ou un petit déclic, voilà, qui faisait que bah, il tourne la page sur ce problème. Et c'est effectivement à ce moment-là ou parfois effectivement quelques semaines plus tard qui vont être infectés. Alors dans certains cas, on a mis un petit peu une connotation, effectivement, comme vous l'avez entendu, sur je me sens coupable d'avoir le goût de vivre de mon côté quand l'autre est comme cela. C'est-à-dire quand l'autre, en général, est en difficulté. Alors c'était quand même vraiment des grandes difficultés. Hein. Faut vraiment euh, sentir ça quand même dans ce que les gens nous racontent. Perdre le goût de vivre, voilà, c'est quand même vraiment quelque chose de fort. Hein. C'est pas, euh, on fait pas le Covid parce que on se sent coupable de changer de voiture alors que son frangin part pas en vacances, par exemple. Là, c'est effectivement, c'est pas
C'est pas cette intensité-là. On n'entend pas vraiment une intensité de perdre le goût de vivre dans ce cas-là. Non, là, chez les gens, effectivement, il y avait vraiment toujours un ras-le-bol, mais vraiment une question de est-ce que ça vaut vraiment le goût de vivre? Est-ce que ça vaut la peine de vivre dans ces conditions-là, quoi? C'est-à-dire que c'est un ensemble de contraintes, voilà, qui sont vraiment insupportables pour les gens. Alors, dans certains cas, effectivement, peut-être que nous, on a bien aimé l'idée du goût de vivre parce que ça faisait quand même pas mal écho à tout ce qu'on vit par ailleurs sur la fermeture des restaurants, la fermeture des salles de spectacle. Voilà, on est complètement privé du plaisir de vivre en ce moment. Et donc, ça résonnait pas mal. Parfois, effectivement, c'est plutôt l'expression j'ai du mal à sortir du cadre qui est plus parlante pour le patient. Mais voilà, vraiment pour symboliser ces gens qui sont complètement qui étouffent dans leur situation personnelle. Donc on entendait vraiment, voilà, systématiquement, on a entendu ça, des gens qui se sentaient complètement prisonniers, soit de leur métier, soit de leurs proches, avec un besoin de changement très fort, et avec la sensation qu'il n'y avait vraiment aucune issue satisfaisante. Donc vraiment, voilà, c'est ça, une humiliation de pouvoir pas du tout choisir la vie qu'ils aimeraient. Et effectivement, généralement, cette sensation qu'il n'y a pas d'issue a été résolue avant l'infection, souvent juste avant l'infection. Mais dans certains cas, effectivement, c'était déjà plus ancien. Euh, et le tourner la page arrive des fois, effectivement, parfois plusieurs mois après le décès d'un proche, par exemple, avec qui la personne peut avoir la sensation qu'elle a plus le goût de vivre parce que son mari est décédé. Et donc, le temps qu'elle fasse le deuil un petit peu, qu'elle retrouve le goût de vivre après cette période de deuil. Et là, au bout de plusieurs mois, elle fait son Covid. Et puis, vous avez des gens qui avaient une situation, on pouvait plutôt parler de retrouvailles après une longue séparation, c'est-à-dire que pendant des fois, même des mois, voire des années, comme la patiente on a raconté avec sa maladie, la relation avec les parents est pas bonne. Et puis, il y a un changement dans la tête du patient. Il revient vivre dans sa région d'origine. Euh, les relations avec les parents s'améliorent. Enfin, la situation s'améliore. Euh, donc là, on a plutôt parlé de retrouvailles. Effectivement, c'est à ce moment-là que les gens font leur Covid. Parfois, c'était pas des retrouvailles, c'était vraiment le besoin de séparer, de créer une coupure avec une famille qui est insupportable. Et c'est à ce moment-là que la personne fait son Covid. Donc pour nous, vraiment, bon, l'idée de plus vivre, plus avoir le goût de vivre comme cela, je trouve que c'est assez parlant, surtout quand on voit comment c'est compensé au niveau collectif par un confinement qui va nous imposer soit un éloignement, soit un rapprochement forcé avec nos proches. Donc, symboliquement, on pourrait voir qu'effectivement, ce confinement, il vient nous déculpabiliser du fait qu'on n'arrive pas à se sortir enfin que les patients en tout cas qui sont Covid n'arrivent pas à se sortir de leur situation, des contraintes qui leur sont imposées et sur lesquelles ils ont l'impression qu'ils n'auront aucune prise. Donc quand c'est un gouvernement qui vous impose un confinement, bah, évidemment ça vous déculpabilise. Le voilà, le télétravail, on va dire que là c'est plutôt ça adoucit peut-être des relations de travail qui sont plus satisfaisantes. Ça a permis quand même pour beaucoup de personnes de ralentir un petit peu leur rythme de vie. Alors ça va dépendre évidemment. Le confinement n'a pas du tout été vécu de la même manière pour tout le monde. Et pour les gens qui avaient l'impression de passer leur temps soit dans les transports, le télétravail, ça a quand même pour certains redonné un peu d'air, un peu plus de temps à la vie de famille en l'occurrence. Pour la phrase je me sens coupable d'avoir le goût de vivre quand l'autre est comme cela,
On trouve que ça fait quand même vraiment énormément écho à tout ce qui se passe euh, aussi avec l'arrêt de toutes ces activités dites non essentielles. Donc, je sais pas si vous vous rappelez des patients dont je vous ai parlé, des personnes voilà, il y en a eu beaucoup là, qui se sentaient coupables d'aller vivre de leur côté, soit de prendre des vacances pendant que le mari s'occupe de l'enfant qui est blessé. La patiente qui a son frère qui menace de se suicider régulièrement, ou qui demande de plus travailler avec sa collègue parce qu'elle va pas bien. Effectivement, ces deux patients-là, ils ont vraiment une culpabilité de, de se dire, bon, voilà, j'ai pas envie de m'occuper des problèmes des autres, j'ai envie de vivre ma vie et j'ai pas envie de rester comme ça, enchaîné, soumis à la souffrance des autres. Et ça fait vraiment écho à voilà, cette privation de plaisir de vivre qu'on a avec tous les spectacles, les loisirs collectifs, l'avion, on va dire l'avion, bon, qui est symbole de richesse, de vacances, toutes les vacances qui sont interdites. Les visons qui ont été exterminés, je trouvais que c'était quand même symboliquement assez fort. C'est un animal qui représente vraiment, on va dire, la fourrure, le luxe, on va dire, quelque chose qui n'est pas du tout essentiel. Bon, bah, ces petits plaisirs voilà, sont complètement arrêtés, en tout cas en 2020 et encore maintenant. Et puis le port du masque généralisé, bon, bah, voilà, il n'y a plus d'odeur, c'est hyper compliqué de se parler. Donc là encore, le goût de vivre nous est enlevé, on va dire, par les décisions des gouvernements. Donc ce qu'on pense là vraiment, c'est que on est à un tournant où vraiment inconsciemment on tourne la page collectivement. Enfin, on la tourne pas vraiment, hein, comme je vous dis, quand on fait la maladie, c'est pas vraiment que dans notre tête on a vraiment tourné la page. C'est que la période change, on a besoin d'un changement, mais effectivement, les gens, on sentait, certains, ils n'avaient pas du tout compris ce qu'ils vivaient dans leur vie, ils n'avaient pas conscience de ce besoin de tourner la page. Il fallait vraiment les pousser un peu dans leur retranchement pour qu'ils prennent conscience de ça, de ce besoin de s'affirmer, de se libérer des contraintes qu'ils s'infligent ou ils ont l'impression que les autres leur infligent. Et je crois que vraiment, c'est ce qu'on a vécu en 2019 de façon bon, on aurait peut-être pu croire que c'était comme d'habitude, mais l'expérience des Gilets jaunes a été, voilà, on marque bien de ce qu'il y avait chez les Gilets jaunes, on va dire, c'est ces personnes qui sont en souffrance. Le gilet, symboliquement, ça représente la famille. Donc la famille qui est en jaune, c'est parce qu'elle est pas, ça compense une famille qui est un peu triste, ce qu'on entendait bien dans quand même chez beaucoup de patients, hein, des relations familiales qui sont pas du tout satisfaisantes. Et c'est ce que nous racontaient aussi les gilets jaunes, hein, vraiment, plus le goût de vivre, quoi, parce qu'il y a l'impression de travailler pour des clopinettes, quoi. Donc, à quoi ça sert de travailler pour si peu? Euh, on entend ça aussi beaucoup dans les hôpitaux, mais dans tous les gens qui travaillent, l'impression que les charges de travail augmentent en permanence. On a l'impression que la croissance économique nous permettrait de peut-être de profiter un peu plus de la vie, alors que collectivement, on a vraiment cette impression que la pression au travail est de plus en plus forte. Les histoires de changement climatique, quand même, qui ont vraiment été au cœur de l'année 2019, là, vraiment, ça nous renvoie à la culpabilité du goût de vivre. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est quand même clairement les pays riches qui portent cette responsabilité. Et sur le Covid, c'est vraiment les pays riches qui souffrent le plus du Covid. Clairement, c'est quand même étonnant de voir à quel point les pays pauvres sont beaucoup moins touchés, on va dire, que les pays riches. Il y a aussi eu pas mal en 2019 toutes les histoires de migrants qui ressortaient, des questions évidemment de répartition de richesses. Donc là, c'est
plutôt la culpabilité, on va dire, des pays riches, quelque part, d'accaparer les richesses, de créer du changement climatique et puis et de ne pas partager. 2019, c'était quand même aussi assez tristement l'émergence de la surveillance de masse en Chine. Donc là, c'est vraiment la question de comment on vit les uns avec les autres. En Chine, ils ont pris le parti de fliquer tout le monde en mettant des notes sociales à tous les citoyens. Vous pouvez plus prendre le train si vous n'avez pas une bonne note sociale. Et puis avec un niveau de pollution, évidemment, en Chine qui atteint quand même des sommets, avec des villes qui ne voient plus le soleil. Bon, tout ça pour produire des biens qui très peu durables. Donc il y a vraiment euh, on va dire, oui, une question de comment est-ce qu'on vit, est-ce que notre mode de vie, quelles sont les perspectives d'avenir. On, voilà, on a beaucoup plus de mal à se projeter, on va dire, dans l'avenir. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est assez vrai. J'entendais c'était Étienne Klein qui parlait de ça, qui dit que avant l'an 2000, on parlait toujours de l'an 2000, du futur. Aujourd'hui, effectivement, pratiquement plus personne ne parle de 2050. On se projette plus. Qu'est-ce que ce sera 2050? Qu'est-ce que ce sera 2100? C'est pas des projections qui nous ravissent, puisqu'avec l'histoire de changement climatique, en l'occurrence, on a l'impression que le futur, il est très désagréable. Donc, le plaisir de vivre nous est un petit peu privé. Le Brexit, bon, j'en ai parlé parce que je trouve que c'était assez étonnant que le variant anglais apparaît juste au moment où on trouve un accord sur le Brexit. Je trouvais que c'était euh, une belle illustration de comment tourner la page. Sur voilà, le Brexit, c'est toujours pareil, hein, le goût de vivre dans l'Europe des Anglais. Euh, Effectivement, ils ont choisi de plus vivre, on va dire, en solidarité avec les autres Européens. Donc, bon, est-ce que c'est ça qui a créé ce variant anglais? Bon, je crois qu'on peut effectivement émettre des hypothèses à ce sujet-là. Alors, ben, effectivement, pour conclure sur cette partie médicale, au CRIDOM, on souhaite vraiment faire évoluer la pratique médicale, hein, c'est assez clair. Alors, quand on lit ce que disait Antoine Bernard, on se demande si c'est faire évoluer la pratique médicale ou plutôt la faire régresser. Quelque chose de ce qui était déjà dit, manifestement. Claude Bernard, donc c'était un médecin autour de 1850 qui travaillait, qui échangeait pas mal avec Pasteur. Il disait Antoine Béchamp avait raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Je trouve que c'est intéressant qu'en 1850, il y ait quelqu'un qui était déjà en train de dire ça, parce que aujourd'hui, c'est voilà, je sais pas si vous avez entendu ça, mais moi, j'ai pas beaucoup entendu ça dans les gens qui intervenaient sur le Covid, en tout cas, et puis sur les autres maladies, évidemment, assez peu. Euh, on nous parle du virus, mais voilà, on est complètement incapable d'expliquer pourquoi quelqu'un va faire une forme asymptomatique, pourquoi quelqu'un va faire une forme grave, pourquoi quelqu'un voilà, ne sera même pas positif au Covid. Alors le terrain, parfois, oui, on va me parler d'un terrain génétique, d'un terrain des comorbidités, de choses comme ça, mais ça reste très très vague. Et nous, on a l'impression quand même que le terrain, pour nous, il est sur le domaine de la psychologie. On, on, on entend des choses beaucoup plus, enfin, qui sont précises, quoi. En tout cas, sur le Covid, pour moi, c'est vraiment c'était une révélation et sur un grand nombre de cas. Et bon, j'ai voulu ressortir cette phrase de Louis Pasteur aussi qui aurait dit apparemment guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. Voilà. Louis Pasteur n'était pas médecin, mais il était chimiste. Et je trouve que c'est intéressant quand même comme vision de la maladie, parce que j'ai pas l'impression forcément que l'héritage de Pasteur ce soit d'écouter toujours. On a souvent l'impression effectivement, qu'on fait des expériences chez les gens. J'ai l'impression que
les patients s'en plaignent quand même beaucoup d'avoir l'impression de pas être écoutés, quoi, de pas pouvoir dire les choses, vider leur sac. Et effectivement, on est quand même un peu inquiet sur la façon dont la médecine s'oriente vraiment sur un traitement à la chaîne où on entend beaucoup moins les gens. On mesure toujours un peu, toujours les mêmes choses. Des facteurs de risque, est-ce que la personne fume, est-ce qu'elle a du cholestérol, enfin, tout un tas de choses, mais le psychologique, il est quand même très absent aujourd'hui, on trouve de la pratique médicale.